Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir à la MJC Espace Seniors de Lambres-les-Doués pour cette conférence débat suivie du film. Et je voudrais tout d'abord excuser mon président, Vincent Pamard, excuser aussi mon directeur, Lionel Petit-Didier, qui sont absents, et puis remercier, comme d'habitude, la ville qui soutient toutes nos actions. Et puis, dans le cadre de nos actions autour du développement durable, on est ravis d'accueillir la MNLE, le FestiPlanète, Radio Scarpe Sensée, et puis j'espère que vous allez pouvoir bien échanger. Et je passe la parole à Jean-Luc. Bonjour, comme l'a dit Véro, moi je suis président de FestiPlanète. Pour la plupart, on se connaît. C'est un petit coup de fil de Madame Caron, qui est là dans la Rosa Caron, qui nous a mis en contact avec le MNLE, qui souhaitait organiser une table ronde, une rencontre, des échanges sur les innovations. Donc, c'est avec plaisir qu'on les accueille. On avait un peu d'angoisse, mais bon, on a une belle salle quand même si elle n'est pas pleine, mais on a une belle salle de qualité. Bonjour tout le monde. Alors, on va d'abord peut-être faire les présentations pour vous expliquer qui est qui. Patrick Marlière, météorologue, donc pour Agathe Météo. On le voit sur tous les écrans de France et de Navarre. Dès que ça souffle, dès qu'il pleut un peu trop ou qu'il pleut pas assez. À côté, monsieur Jean-Jacques Hérin, donc Adopta. Alors l'acronyme m'échappe. Adopta, ça veut dire quelque chose dans le micro. Jean-Jacques, s'il vous plaît. Alors, Adopta, c'était initialement association douaisienne pour la promotion de ce qu'on appelait les techniques alternatives en matière de gestion des eaux pluviales, alternative pour l'alternative aux tuyaux. Voilà. Et le douai de Adopta est devenu le développement opérationnel puisque nous sommes aujourd'hui national. Voilà, donc pour pas qu'il y ait d'eau partout, c'est un peu vous. Mais surtout qu'on ne l'envoie pas vite à la mer et qu'on en est pour quand il fait sec. Philippe Fruitier, photographe, homme d'image, homme de l'air également, photographe aérien, un des 3 co-auteurs du film Paysans du ciel à la terre qu'on va pouvoir visionner ensuite, c'est bien ça. Michel Delille, j'ai paysan ou agriculteur, Michel ? Les deux vont bien. Agriculteur, c'est la ferme des Blancs Moutons, c'est à... J'hésite toujours. À Brunémont, voilà. Et puis on va parler également de votre relation au climat, à la météo et à la terre, évidemment. Hervé Payen, le deuxième des 3 co-auteurs du documentaire. Vous êtes de l'Éducation nationale, c'est bien ça, initialement ? Voilà, vous nous raconterez également comment vous arrivez à l'image. Et puis, enfin, Christian Pellicani, le président des présidents du MNLE, parce que quand je suis arrivé, il y avait le président de la région, et vous êtes donc le président national. MNLE, ça veut dire quoi ? Ça sert à quoi ? C'est en quelques mots. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez remarqué qu'on a fait une tribune paritaire. Ce qui est sur le moment, ça m'a un peu gêné, mais bon. Et après, je me suis fait parce que les qualités de chacun vont nous faire dépasser cette problématique, à commencer par moi. Mais le MNLE, c'est Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, Réseau Humanité et Nature. En 2 phrases, association qui est née en 1981 sur les rives du Rhône, le bord du Rhône, de la fusion et de l'action de plusieurs associations de défense de la vallée du Rhône. En 1980, c'est une année particulière qui a vu le changement radical en France, où les gens se sont dit il est temps de faire un label national, une démarche nationale d'intervention sur les questions environnementales au niveau associatif. Et je réponds à la deuxième question, je pourrais après, si on boit un coup, si on se voit tout à l'heure, donner plus d'explications. Pourquoi on a choisi cette région ? Parce qu'historiquement, notre ami Gustave Herbeau, qui nous a quittés, le MNLE Scarpe Sensée était très actif. On a en Nord-Pas-de-Calais d'autres adhérents qui viennent notamment vers Dunkerque, sur d'autres morceaux de votre belle région, des actions. Mais il nous a semblé qu'il était important, suite aux inondations de 2023 et 2024 sur l'ensemble de la région, parce qu'on croit que c'est juste 2024. Non. Et puis, historiquement, il y a eu d'autres événements et des précipitations, on dit toujours anormales, mais enfin, il faudra en parler de la normalité. Et puis, la sécheresse qui en a suivi.
Parce que j'ai vu des paysans en photo dans le monde qui gratouillaient la terre en disant on n'a plus d'eau. Donc on s'est dit il est temps peut-être qu'on revienne dans cette belle région, qu'on discute avec les gens du pourquoi des choses, pourquoi les inondations, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment a été aménagé le territoire, est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives, monsieur parle d'alternatives, à mettre en œuvre au poncif habituel. On s'est aménagé, monsieur, madame, on sait tout faire. On pose une maison, on fait 3 rues, on mène tout à l'égout, c'est réglé. C'est pas si simple. Il y a les questions de l'agriculture, il y a les questions de l'industrie, et vous savez que l'eau, on dit c'est toujours la vie, mais vous savez que tout ce que vous avez sur vous, y compris vos téléphones portables et vêtements, sont fabriqués dans un process industriel qui demande beaucoup d'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose de très important. L'agriculture, c'est quelque chose, notre paysan, et en même temps, il faut quand il y en a trop, on est gêné, quand il n'y en a pas, on est gêné aussi. Voilà. Merci. Merci pour ce propos introductif. Première question, elle va être toute bête, et c'est pour Patrick Marlière. Patrick, vous êtes météorologue, il pleut plus, moins ou moins bien qu'avant aujourd'hui? Alors, c'est vraiment toutes les inquiétudes que l'on a tout à chacun, mais aussi tous les responsables qui sont ici sur ce plateau. Au niveau des quantités de précipitations, tous les phénomènes extrêmes que l'on observe depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, ce sont des phénomènes météo qui sont normaux, qui n'ont rien d'exceptionnel. D'avoir une dépression qui fait remonter de l'air chaud du bassin méditerranéen qui envahit toute la France. On a déjà connu ça, on a déjà connu des températures élevées, on a déjà connu des phénomènes de fortes précipitations, mais là, tout est amplifié. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je ne dis pas le nombre d'années où depuis que je fais de la prévision météo, mais si j'avais annoncé il y a 50 ans les quantités de pluie qui tombent actuellement, on m'aurait traité de fou, on m'aurait dit mais t'as rien à faire dans ce métier quoi. Annoncer 20, 30 ou 40 mm à l'époque sous les averses c'était normal, c'était même important. Aujourd'hui on annonce 100, 200 litres au mètre carré en l'espace de quelques heures. Tous les phénomènes extrêmes qui sont passés, par exemple, avec, malheureusement, qui étaient tragiques, comme les inondations en Espagne, 800 litres en 36 heures, l'équivalent d'un an de pluie en Paris, et ça provoque malheureusement 200 victimes. Alors, aujourd'hui, Vivaldi compose quoi? Les 4 saisons ou les 2 saisons? Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dit il n'y a plus de saison. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'on entend ça, les météorologues. Mais pour autant, même nous, les météorologues, on a du mal un peu à bien qualifier où on en est dans la saison. Ici, vous l'avez évoqué rapidement, l'année 2023 a connu les inondations. L'année 2024 a été une des années les plus pluvieuses qu'on n'avait pas vues depuis de longtemps. Le mois de janvier 2025, il a plu sur la France et la région quasiment 2 fois plus que la normale. Donc on se disait, ben, voilà, on va être tranquille, les nappes phréatiques, elles sont saturées, on va être peinard. Et puis, depuis février, ben, déficit pluviométrique tous les mois. Et là, effectivement, on est encore en déficit pluviométrique. Et quand il tombe de l'eau, comme hier, on a tous vu les fortes averses d'hier, ben, malheureusement, c'est des quantités très importantes dans des espaces-temps très courts. Ça ne peut pas s'infiltrer dans les sols, ça ruisselle et malheureusement parfois provoque des inondations. Et je ne vous rappelle pas des problèmes que ça peut poser aussi au monde agricole. La météo, ce qu'on connaît là, c'est l'expression de l'évolution du climat. Alors, le dérèglement climatique, que ce soit en France, en Europe de l'Ouest ou un peu partout dans le monde, il est en place aussi depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, que ce soit par la sécheresse et les incendies qu'on a au Canada, les inondations qu'on a connues en Espagne ou en Italie, celles que l'on connaît avec les orages, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux la taille des grêlons sous les orages de cette dernière semaine. On n'a jamais vu ça, des grêlons de 5 à 8 cm, pareil quoi. Je veux dire ça, dans ma carrière de météo, j'en ai vu rarement. Et là aujourd'hui, ben, quand ça tombe sur une exploitation agricole, je ne raconte pas les dégâts que ça peut provoquer. Dernière question, parce qu'après on va regarder un petit peu ce que l'on peut faire pour imaginer mieux gérer l'eau. C'est une bonne idée de faire pleuvoir quand la nature ne veut pas pleuvoir. Alors, le forçage des nuages et de faire précipiter ces fameux nuages là où il ne pleut pas souvent, c'est une catastrophe à chaque fois.
Il y a eu des tas d'essais dans le monde entier, que ce soit dans le nord ou le sud de l'Afrique. On a essayé parfois de faire précipiter des couches nuageuses. À chaque fois, le résultat, par exemple, en Afrique, on faisait précipiter une couche de nuages qui était à 3 km d'altitude. Ça marche, hein. C'est très facile. Il suffit d'envoyer des particules supplémentaires dans l'atmosphère. Le mécanisme se met en marche et ça précipite en dessous. Sauf que, comme il fait très très chaud en dessous, la couche de nuages qui était à 3 km, on l'a descendue à 1500 mètres, et ça a reformé des nuages, il n'y a pas de pluie qui touche le sol. Donc tous ces phénomènes, toutes les tentatives qui ont été faites pour faire précipiter là où il ne précipite pas assez, malheureusement c'est voué à la catastrophe. Jean-Jacques Guérin, je me souviendrai toujours de notre première rencontre, c'était il y a un peu plus de 25 ans, il me semble, et vous m'aviez expliqué un truc simple, c'est de me dire, moi, l'idée, c'est qu'en ville, il faut ce qui se passe dans la nature. C'est-à-dire que la goutte d'eau qui tombe, je veux qu'elle retrouve la terre là au plus près où elle est tombée. Aujourd'hui, quand on entend que d'un seul coup, il peut pleuvoir beaucoup sur le même endroit, est-ce que c'est toujours jouable ça, ou est-ce qu'il faut penser différemment et se dire, cette eau, si on ne peut pas l'infiltrer, il faut la stocker? Alors, première chose que je voudrais, c'est continuer un petit peu sur ce que Patrick vient d'évoquer. Auparavant, quand dans les métiers techniques où on doit concevoir des ouvrages pour gérer la ville, de quelques types d'ouvrages qu'il s'agisse, on partait du principe, dans un pays tempéré comme ici, en gros, pour le faire très simple, on tablait sur 60 mm de pluviométrie par mois. 700 mm sur l'année, à peu près, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en est plus là. On n'est plus sur un climat tempéré aujourd'hui. Lié au dérèglement climatique, les événements entre Saint-Omer, Calais, Boulogne et Dunkerque, c'est lié au réchauffement de la Manche qui a connu les mêmes problématiques que la Méditerranée. Et du coup, on a un phénomène de pluie cévenole qui est arrivé sur notre région. On en arrive là aujourd'hui. Et ça, on ne peut plus nier véritablement ce changement climatique. Et ce changement de rythme du rythme des pluies. Globalement, sur une année, il ne pleut pas plus, pas moins. Il y a des variations annuelles, bien évidemment. Mais qui se souvient de l'année plus pluvieuse que 2024 dans la salle? C'est 2007 ou 2008. C'est pas il y a si longtemps, hein. Il a plu plus que 2024 à Douai. Voilà. Alors dire que 2024 est une année absolument exceptionnelle, c'est faux. Voilà. Sauf que ce qui est exceptionnel, c'est qu'effectivement en janvier, il est tombé selon les endroits dans le Douaisis, entre 120 et 180 et 160 mm. C'est-à-dire entre 2 fois, voire 3 fois ce qui tombe normalement en un mois de janvier. C'est ça le changement climatique. Et puis janvier ne pleut plus. Est-ce que vous savez que le département du Nord et le département du Pas-de-Calais sont en vigilance sécheresse? Qui aurait pu prédire ça? Et comme dit Patrick, il y a 50 ans, on aurait annoncé des choses comme ça, on se serait pris, vous êtes des fous. Eh ben non. C'est ça notre quotidien aujourd'hui. Sauf que notre quotidien d'aujourd'hui, eh bien, il n'est pas préparé à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais l'adaptation, dans le changement climatique, il y a une problématique d'adaptation, il y a une atténuation qu'il faut faire, il faut tout faire pour essayer de réduire ce changement climatique. Sauf que le changement climatique, c'est un système qui est en route, et même si on arrêtait l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, il y a une inertie telle que de toute façon, il faut s'adapter au changement qui nous arrive. Voilà. Ça, c'est indubitable. Or, nos infrastructures, elles n'évoluent pas à la vitesse du changement climatique aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, bien sûr qu'il faut gérer tout ce qu'on est capable de gérer, et qu'à chaque fois qu'il pleut et qu'il pleut pas excessivement, il faut faire en sorte qu'on retrouve le cycle naturel de l'eau. Et le cycle naturel de l'eau, c'est quoi? Eh bien, l'eau, la pluie, elle rentre dans le sol, elle génère des nappes phréatiques dans lesquelles on produit de l'eau potable, et puis il y a des fois où ça ruisselle. Voilà. Le problème, c'est que notre ruissellement, il est de plus en plus fort parce que, eh bien, on a modifié complètement les conditions naturelles de nos espaces, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne. Hein. Voilà. C'est le même combat. Sauf qu'il y a aujourd'hui des possibilités d'agir différemment. C'est en route, mais c'est malheureusement pas encore généralisé.
Donc en ville, on peut très bien construire la ville sans imperméabiliser. On peut minéraliser du sol pour qu'on soit au sec quand il pleut, etc., mais permettre à l'eau de continuer de rentrer dans le sol. Voilà. Et on sait faire des choses très bien. Et on a la chance sur le Douaisis d'être plus en avance que la moyenne de la France. Hein. Voilà. Peu de gens le savent parce qu'on ne communique pas suffisamment. Ces techniques, elles ont quand même leurs limites. On ne sera jamais à l'abri d'un événement exceptionnel. Exemple, Saint-Omer et tout ce qui s'est passé, effectivement. Il est tombé en 2 mois et demi 950 mm de pluviométrie sur ce secteur-là. Voilà. Parce que la mer plus chaude, 1 degré de température, c'est 7% d'humidité de plus dans l'air. Voilà. Et quand l'air est saturé en eau, qu'est-ce qui se passe? Et notamment devant le Boulonnais, on n'a pas de montagne énorme, mais le Boulonnais, c'est quand même 200-220 mètres d'altitude. Les nuages montent, et quand les nuages montent, qu'est-ce qui se passe? Ça précipite. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est indubitable, on peut pas faire autrement, ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'adapter à cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus capable de gérer l'eau, et c'est normal qu'il y a le ruisselle. Et je rappellerai quand même qu'il y a un article de loi qui existe depuis très longtemps, qui est inséré dans ce qui s'appelle le Code civil. Donc je suis sûr que vous connaissez le Code civil par cœur. Eh bien, l'article 640 du Code civil qui a été écrit en 1804 sous Napoléon Ier. Ah, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Eh bien, cet article 640, il dit quoi? Il dit tout simplement, et ce qui devrait être la base qu'on devrait appliquer partout, il dit, on n'a pas le droit d'empêcher, on ne peut pas empêcher les écoulements naturels, mais on n'a pas le droit de les aggraver. Voilà. Eh bien, malheureusement, notre technicité aujourd'hui a aggravé ça. Voilà. Et donc, il faut revenir à cela. On a toutes les solutions pour ça, on sait faire. Maintenant, il faut le faire. Sauf que, il faut le faire vite, parce que le changement climatique, il va beaucoup plus vite que l'évolution de la ville et des pratiques qu'on applique en ville comme à la campagne. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais vous n'avez pas répondu à ma question, parce que c'est vrai que il y a des élus de territoire qui ont dit, suite aux inondations dans l'Audomarois, cette eau, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir la stocker. On ne peut pas tout stocker. C'est le principe. Voilà. Il faut revenir quand même à des choses très simples qu'on a oublié un petit peu d'enseigner aussi dans nos écoles. C'est la notion de l'immineur et l'imageur d'un cours d'eau. Un cours d'eau, quand il ne sait pas tout envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élargit et il prend un lit majeur. Ah, c'est normal, c'est la nature, et ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Patrick Mariani, après on va venir vers Michel. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur les lits, justement, des cours d'eau. On oublie parfois également que le relief, et même si chez nous, il n'est pas extraordinaire, ce relief, mais l'aménagement a également des répercussions sur ce qui se passe dans le ciel. Et vous nous aviez expliqué que, par exemple, l'Arlésie, il y a une forme de microclimat qui est propre à l'Arlésie. Chaque partie de la région, et que ce soit dans le Pas-de-Calais ou un peu partout en France, il y a ces fameux microclimats qui existent et qui sont là, alors parfois dus au relief, parfois dus à la présence de forêts. Et c'est le cas dans la Vénois, lorsqu'on arrive à la forêt de Mormal. C'est pas par hasard que c'est à côté de cette forêt de Mormal qu'on a eu les tornades les plus violentes. Il y a eu la tornade d'Aumont en 2008, mais une tornade beaucoup plus importante à Pomereuil en 1967, au mois de juin. C'est la tornade la plus violente jamais vue en France. Donc les phénomènes extrêmes existent tout le temps, mais effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de relief. C'est évoqué par Jean-Jacques tout à l'heure. Il veut dire que les pluies qui arrivent, sur la région, on a l'impression que dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleut la même chose partout. Ben non, la moyenne, effectivement, c'est 700 litres à mètre carré sur le centre de la région. Quand on voit dans le Boulonnais, le Domarois, le fait que tout ce qui arrive par la Manche est soulevé un peu par ces collines, ça donne des précipitations beaucoup plus importantes. S'il tombe 700 litres chez nous, il en tombe 1400. C'est-à-dire que les solutions, elles sont véritablement étudiées très localement, ouais, au regard de toutes ces spécificités qui créent ces phénomènes météorologiques ou climatiques. Oui, et demain on s'intéresse pour les
on a un projet là sur les 3 ans à venir de justement quel sera l'impact de ces fortes précipitations des phénomènes extrêmes sur tous les enjeux économiques et surtout par exemple les transports. La SNCF, on a vu qu'il n'y a pas longtemps à Toulouse, de fortes pluies à un moment donné, ça a ravagé une ligne SNCF et provoqué des dégâts importants. Et c'est un peu partout. Je veux dire, à Nice et sur la Côte d'Azur récemment à Saint-Tropez, on a eu des quantités de pluie mais énormes comme on n'avait jamais vu. Et les modèles météo, même s'ils envisagent que ces phénomènes peuvent se produire, ils sont toujours un peu à la ramasse. C'est comme ça. On annonce 150 litres, ce qui permet d'alerter les gens. Mais pour autant, quand on fait le bilan, il en tombe 300, quoi. Donc c'est le double. Donc là, on a vraiment, nous aussi, un problème à ce niveau-là. Michel Delisle, vous êtes agriculteur, paysan. Ça y est, vous êtes prêt à faire pousser des citrons chez vous? On fait déjà des pois chiches. Il y a déjà des pois chiches. Et c'est pour ça que on n'imaginait pas encore il y a quelques années avoir de la production de pois chiches ici dans le Douaisis. Bon, je suis un taré, hein. Attention. Je le reconnais moi-même. Non, mais oui, le changement climatique, on le vit. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, le microclimat d'Arleux, on l'a. Il est connu depuis des générations. On le sait parce que on sait très bien que dans notre secteur, tout ce qui est Arleux et Pinois, on est les premiers en Nord-Pas-de-Calais à récolter tous les ans. Là, j'ai de l'escourgeon, l'orge d'hiver si vous préférez. L'escourgeon, on va le récolter, alors pas la semaine prochaine parce que il y a encore des zones un petit peu vertes, mais je suis sûr dans 15 jours, la fin des 15 prochains jours, si je suis pas encore dedans, c'est que j'y suis la semaine suivante, quoi, au début de la semaine suivante. Et on est toujours les premiers. Voilà. Le changement climatique, nous, on le vit tous les jours. Je me souviens, j'étais encore à l'école, en bac BTS, il y avait des tests de tournesol à Arras. Le lycée agricole d'Arras faisait des tests sur du tournesol. Tous les ans, ils l'ensilaient. Moi, maintenant, ma seule problématique, c'est de savoir si le tournesol va pousser, qu'il ne va pas se faire attaquer par les corbeaux. Je ne cherche même pas à savoir si je vais savoir le récolter. Je vais le récolter. Le pois chiche, je le récolte tous les ans. Alors, rendement assez aléatoire, c'est pour ça que je suis un taré, parce que les rendements sont quand même assez aléatoires dans la région. On va de 500 kg hectare à 3 tonnes hectare. Voilà. Mais il y a des années où je fais mieux que mes collègues qui sont en Charente. La lentille, c'est pareil. La lentille est une plante qui se cultivait dans la région avant. Alors la Anicia, peut-être pas, c'est la variété en gros la lentille du Puy. En fait, on fait la même lentille que la lentille du Puy. Cette variété-là, chez nous, on est sur des rendements qui sont stables à peu près une moyenne de 2 tonnes hectare, quoi. Alors, le fait de changer les cultures, c'est quoi? C'est une façon de renoncer à trop d'irrigation, parce qu'il y aurait des cultures qui ne pourraient pas pousser parce qu'il ne pleut pas suffisamment au bon moment dans la croissance de ce que vous semez. Alors, à la base, non. À la base, le premier raisonnement de départ est, quand on a passé la ferme en bio, de retrouver de l'azote facilement. Et donc, parce que les légumineuses sont des plantes qui synthétisent l'azote de l'air pour le mettre dans le sol, enfin je vous passe le cours d'agronomie. Et donc, le pois de conserve, c'est sympathique, le haricot vert, c'est sympathique, mais on est toujours dépendant des industriels. Et donc, nous, l'objectif était de s'autonomiser par rapport à l'industrie, d'essayer de retrouver... C'est ce qui fait qu'on a encore agriculteurs bio aujourd'hui, accessoirement. C'est le fait qu'on se soit autonomisé au maximum. Alors, c'est pas simple cette année, hein, je le cache pas. Les bilans sont négatifs, hein, mais bon, quel agriculteur cette année n'a pas un bilan négatif qui lève la main le premier? Réellement là, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, c'est le fait de s'autonomiser en fait. Et donc est venue en fait la problématique de l'eau dans un second temps, où on s'est rendu compte que les précipitations ne sont plus les mêmes, ce qu'ont dit les deux collègues précédemment, c'est que les précipitations ne sont plus les mêmes, la répartition de l'eau, en fait, en gros, on a la même quantité d'eau tous les ans à peu de choses près. Sauf qu'on l'a, mais sur des périodes qui sont totalement aléatoires. On sait, nous, aujourd'hui, que... Allez, je vais résumer simplement pour que ce soit clair pour tout le monde. À courant mai, on sait qu'on va avoir 3 semaines de sec, tous les ans. Maintenant, c'est comme ça, on l'a repéré. Il y a 3 semaines de sec tous les ans, là, courant mai, et il ne pleut pas une goutte, pendant minimum 3 semaines. Pourquoi? Ma tante, qui est quelqu'un qui regarde les lunes, les machins, qui fait les 6 derniers jours de l'année, 6 premiers jours de l'année,
a repéré qu'il y avait une lune à peu près. Alors je ne sais jamais trop laquelle, si c'est la 15e, la 16e ou la 3e, je ne sais. Et qui faisait que c'était à ce moment-là, pendant 3 semaines, il faisait sec. Voilà. Et le fait de mettre ces cultures type lentilles, type pois chiches, type tournesol, me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus dépendant face à l'eau. Bon, à côté de ça, j'ai de la pomme de terre, du haricot vert, de l'ail, parce que malgré tout, ce sont des cultures qui ont une forte valeur ajoutée. Hein. La pomme de terre, sur ma ferme, c'est quand même 20% de mon chiffre, 20-25% de mon chiffre d'affaires, quoi, malgré tout, même si ça représente que 5 hectares. C'est quand même quelque chose qui est assez important. Mais j'arrive à faire de la pomme de terre sans irriguer. Je dirais même que c'était 2023, si je me souviens bien, qui avait été sec, hein, je parle sous votre contrôle. 2023, j'ai eu des très grosses pommes de terre, même elles étaient trop grosses. Il avait fait super sec. 2024, mes calibres étaient moyens. Alors, mes acheteurs étaient contents, ils préfèrent des calibres moyens, mais mes calibres étaient moyens, mon rendement était moyen, parce qu'il n'y avait plus beaucoup. Et là, cette année, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Absolument pas. Non, même pas forcément. Alors, je dirais que ce qui se passe là en ce moment me fait pas rire, dans le sens, je rigole intérieurement, me fait rire dans le sens, ce qui va se passer en fait, c'est que justement, il va y avoir une production de pommes de terre qui va être très régulière, parce que justement, on a de l'eau régulièrement. Alors, il y a des gars qui s'amusent à irriguer, ils y vont en outrance, super, allons-y les gars, éclatez-vous. Sauf qu'en fait, il va y avoir une surproduction de pommes de terre en conventionnel. Donc là, on est déjà à 70 € la tonne. Normalement, c'est 200 €. Je pense que les pommes de terre conventionnelles, ils vont être à 50 balles la tonne cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, quand on se lance comme ça dans ce mode de production, comme la vôtre, on vend à qui sa production ? Parce que vous dites, j'ai les pommes de terre, une fois, elles vont avoir un gros calibre, une fois un petit calibre, et moi, il y a également des agriculteurs qui me disent, mais je ne peux pas faire autrement, il faut que j'y aille, parce que sinon, ma pomme de terre, elle n'aura pas le bon calibre pour partir faire des frites. Alors, nous, aujourd'hui, on a en gros 25% de la ferme que l'on vend, alors, je vais dire en direct avec des guillemets. C'est pas forcément direct de vous à moi, ça peut l'être. Ça représente pas grand-chose, c'est quelques pourcents. Je crois même c'est moins de 5%. Je parle sous le contrôle de mon mari. Mais ça ne représente pas grand-chose le direct. Par contre, ce qu'on fait avec des magasins bio type Biocoop, type des magasins bio indépendants, des magasins de producteurs, c'est 25%. Ouais, en gros, tout ça, ça représente 25% de chiffre d'affaires et c'est mes acheteurs principaux. Voilà, qui vont après aller démarcher la clientèle directement. Enfin, j'ai un intermédiaire maximum. Ça, c'est 25%. Après le reste, mes céréales partent pour le moment à une coopérative qui est mixte, bio-conventionnelle. D'un côté, heureusement, parce que l'année dernière, ça m'a permis de conserver un prix d'achat qui n'a pas été trop dégueulasse, au vu de la crise qu'on s'est pris sur le bio. Les pommes de terre, c'est un acheteur actuellement, j'ai qu'un seul acheteur, d'habitude j'en ai plutôt 2. J'ai un acheteur, c'est un privé qui m'achète les pommes de terre. Il faut savoir que les surcalibres ne sont pas payés. Voilà. Les grenailles sont payées depuis cette année. Voilà. Et après, on a une grille de tarification suivant, c'est lavable, pas lavable, ceci, cela. Donc après, c'est du sorti bout de champ, hein, c'est pas... Ouais. Vous êtes en bonne santé sanitaire, je parle, physiquement. Je suis un peu crevé. D'accord. Mais dans l'ensemble, ça va quand même. Non, enfin, physiquement, je vais bien, il n'y a pas de souci. Mentalement, je peux vous dire qu'en ce moment, on se gratte bien la tête. Je passe des nuits sympathiques à certains moments. Pourquoi c'est le compte de résultat qui tombe en tête? C'est le bilan le problème, c'est qu'on a beau être en bio, on a beau faire tout ce qu'on veut. La problématique, c'est qu'on est dans un monde qui est économique. Ouais. Et que on doit répondre à cet enjeu-là aujourd'hui. Et que moi, en fait, même si j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient agriculteurs, j'ai laissé quand même un petit peu moins de 5 000 € de l'hectare à mes parents. Il y a 86 hectares, je vous laisse faire le calcul. Sur 10 ans, donc je vous laisse faire la petite division, la petite multiplication, la petite division de ce que je dois tous les ans à la banque. Voilà. Donc ça veut dire que là, cette année, on va faire des reports d'emprunt. C'est prévu, on a sécurisé les choses. On savait très bien qu'il y aurait une mauvaise année et ceci, cela. Mais malgré tout, on se dit, on va faire un report d'emprunt. Je suis dans ma 3e année d'installation. On rigole pas cette année, quoi. Voilà.
Mais on peut quand même chercher à résoudre cette équation entre l'économie, le besoin de vivre, et puis le fait de ne rien abîmer, parce que je vous ai demandé comment vous allez vous, j'ai envie de vous demander également comment vont vos champs, comment va la terre chez vous. Mes champs vont pas trop mal. Là-dessus, je me plains pas trop. J'aurais juste un petit peu plus d'argent, ça me permettrait d'acheter un petit peu plus de fumier ou de compost, parce que j'ai pas d'élevage, donc je suis un peu dépendant de ça. Mais à part ça, non, ils vont très bien mes parcelles, il n'y a pas de souci. J'ai une parcelle qui a une problématique, mais qui n'est absolument pas une problématique agronomique dans le sens problème dans le sol, c'est juste qu'on est arrivé en fin de cycle et que cette parcelle-là, il va falloir que je la passe en luzerne, mais c'est logique, c'est la logique de la bio en fait. Il y a un moment, il faut qu'on fasse un reset, et notre reset, c'est de mettre de la luzerne, de mettre une culture qui va permettre au sol pendant 2-3 ans, de revenir à zéro, de se restructurer, de se désherber, parce que il y a des mauvaises herbes qui se sont développées, des vivaces, et cette luzerne va permettre d'étouffer ces vivaces, de les réduire, de les détruire, et après on va détruire la luzerne dans 2-3 ans, et hop, on sera reparti sur un cycle. Mais ça c'est normal en fait. Jean-Jacques Hérin, le questionnement entre justement un modèle qui se veut le plus respectueux possible pour mieux gérer les différentes ressources, ça se pose également quand on est un urbaniste ou un aménageur de territoire ou une collectivité. C'est des choix qu'il faut faire à ce moment-là avec ces mêmes nœuds au cerveau et ces mêmes craintes parfois sur l'avenir. Oui, parce que forcément, quand il pleut partout. Alors, de façon peut-être éventuellement différente, mais en tout cas, on espère bien qu'à un moment donné, il pleuve partout. Donc, la problématique de la gestion de la pluie, elle est généralisée, quel que soit le type d'occupation du sol, que ce soit une occupation urbaine ou que ce soit une occupation agricole, voire naturelle, forêt, etc. Et donc, où qu'on se trouve, il faut être en capacité de pouvoir gérer cette eau, et tant qu'à faire, de la gérer selon le cycle naturel. Voilà. Sauf qu'on est confronté à une problématique, et ça fait 170 ans qu'on a mis en place cette problématique-là. Je vais vous faire un petit peu d'histoire. On va remonter au milieu du 19e siècle. Tout le monde connaît Haussmann. L'aménageur parisien. Voilà. Haussmann qui fait les grands boulevards à Paris notamment, etc. Et s'il fait les grands boulevards, c'est pour faire rentrer le soleil dans les appartements, c'est ce qu'on a appelé la politique hygiéniste du milieu du 19e siècle. C'est une période où en France, c'est 70 000 morts par le choléra. À Paris même, c'est 20 000 morts par le choléra. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît Belgrand ? Eugène Belgrand. Voilà. Eh bien, Eugène Belgrand, dans le même temps qu'Haussmann fait les grands boulevards, Belgrand fait les réseaux de la ville de Paris, donc ce qu'on appelait le tout à l'égout, le fameux tout à l'égout. Voilà. Parce que, à l'époque, et je rappelle, c'est à peu près la même période que Pasteur, où on pense que la mortalité est liée à des miasmes, un problème d'hygiénisme d'une façon générale, et donc les réseaux ont pour objectif, le tout à l'égout a pour objectif d'évacuer hors de la ville l'eau de pluie, les eaux usées bien sûr, mais aussi l'ensemble des déchets qu'on jette par la fenêtre à l'époque. Voilà. Et ça a été quelque chose d'hyper important parce que on a eu de cesse d'évacuer hors de la ville le plus vite possible et en la cachant, et les eaux usées, et les eaux pluviales, et les déchets. Voilà. Et ça reste encore aujourd'hui la phrase « le tout à l'égout », c'est encore utilisé par beaucoup de nos compatriotes, malheureusement. Voilà. Et ça a eu un problème fondamental, c'est que cette eau de pluie, on l'a cherché à l'évacuer. Voilà. Donc on a oublié cet article 640 que je vous évoquais tout à l'heure du Code civil. Pour ces raisons-là, et on a eu raison de faire ça. C'était quand même franchement dommage, un peu idiot quand même de mourir de maladies liées à l'eau. Sauf qu'on n'a pas changé cette technicité qu'on a mis en place. On a mis les stations d'épuration, on a mis un certain nombre de choses. Je passe le détail, sinon on va y passer 3 jours. Bon. Voilà. À la technicité, on a rajouté de la technicité. Mais on ne s'est pas reposé la question de savoir, mais est-ce qu'on a encore besoin d'évacuer les eaux pluviales ? C'est ça notre problème aujourd'hui. Sauf que la ville, ça fait longtemps qu'elle est construite sur cette base-là. Et qu'il faut aujourd'hui la revoir. Voilà.
c'est compliqué parce que on ne peut pas casser Donc, toute la ville d'un seul coup. Avec les mêmes choix à faire que quand on est en responsabilité d'une exploitation, Exactement. d'une Les entreprise pratiques agricole. agricoles, c'est pas d'aujourd'hui. Le modèle conventionnel, pas celui qui nous a été montré, mais le modèle conventionnel, je le rappelle là aussi, c'est à la sortie de la guerre 39-45, le leitmotiv c'est il faut nourrir les Français. Il faut produire. Voilà, quel qu'en soit le coût et les conséquences. Ah. Et ça a aujourd'hui, pareil, un impact extrêmement fort sur la nature des sols agricoles. En conventionnel, ce sont des sols qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont morts parce que c'est jamais vrai, mais ils sont très appauvris et qui nous posent aujourd'hui un problème fondamental avec les pluies importantes qui ruissellent, qui font les coulées de boue, et on aura l'occasion de parler certainement après des inondations. On va bien évidemment y arriver. Christian Pellicani, je vous sens réagir. Oui, pour venir chez vous, je suis passé par Lille hier, l'île Europe, et on était dans une journée très chaude à Lille. Pour moi, j'ai pas l'habitude, la chaleur c'est en général plutôt dans le sud quand même. Et là, je me suis rendu compte dans la soirée, alors que le soleil est tombé, que tout le centre-ville de Lille, qui est une belle ville, hein, le centre-ville est bien rénové, il y a encore sûrement un problème, mais la chaleur sortait du sol. Et ça m'a rappelé ma ville, Marseille. La couillonnade marseillaise, c'est d'avoir urbanisé tout le centre-ville en pavé de pierre, du Portugal par exemple, c'est génial, d'avoir supprimé les espaces verts, d'avoir supprimé les arbres qui avaient encore un peu au centre-ville, pour faire des grandes esplanades, sans banc pour pas que les pauvres puissent s'asseoir, et sans point d'eau pour pas que ça fixe ce qui serait gênant. Et donc on a, je dirais, un parallélisme d'urbanisme entre le centre-ville de Marseille qui devient de plus en plus chaud et ce que j'ai vécu hier soir à Lille. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on est devant la même problématique, c'est que ce qu'on appelle désimperméabiliser les sols en centre-ville, rendre sa part d'eau au sol. Alors nous, on a fait des propositions au niveau associatif de manière générale, par exemple dans les cours d'école, dans les parkings. Alors j'ai vu ici, il y a quelques parkings où on a mis des quadrillages avec du gravier pour que les voitures puissent se garer. Alors, ça ne bourbe pas, mais derrière, dessous, on peut quand même faire percoler l'eau de pluie. Mais on est encore tous en retard. On a des îlots de fraîcheur à construire de partout. Parce que moi, je partage tout à fait l'approche de notre collègue, M. Héret, qui dit le tuyau n'est pas forcément toujours la solution. Et donc, on a un travail considérable en zone urbaine à faire pour rendre sa part d'eau au sol et garder un espace urbain qui reste praticable, parce qu'on s'est habitué à un certain nombre de confort, mais peut-être permettre à l'eau de percoler. Concernant l'agriculture, nous, on s'est rendu compte dans nos différentes rencontres et débats, on a même fait un numéro de notre revue Naturellement sur le paysage agricole, et on s'est rendu compte, avec des spécialistes, que souvent, pour aller vite, pour faire le plus de productivité agricole, le sens des labours, y compris parfois profonds, qui ne sont pas forcément utiles, n'était pas fait dans le bon sens, parce que justement, il permettait de faire écouler encore plus vite l'eau. On m'a expliqué, moi qui ne suis pas agriculteur et plutôt urbain, que c'était une hérésie. Et donc, on s'est rendu compte que certains agriculteurs, là aussi, avaient changé leur mode de labour, y compris changer le labour lui-même, quant à sa profondeur, quant à sa fréquence et tout. Donc, il y a des solutions qui permettent de récupérer l'eau. Pardon ? Ah, non. Oui. Et donc, on a plutôt intérêt à penser qu'on peut faire des choses. Voilà. La ville de demain, vous l'imaginez comment ? Elle doit être verte et nourricière également. Est-ce qu'on parlait de nourrir, vous avez dit, on a dit également à l'agriculture, aux agriculteurs qu'il fallait nourrir. On était après la guerre, il était important de pouvoir nourrir la population. Parce qu'on parle de plus en plus de cette agriculture urbaine qui doit s'emparer, peut-être être une partie de solution. Vous y croyez ou pas du tout ? Alors, je pense qu'il faut être à la fois audacieux, mais réaliste, et pas faire rêver les gens. Pour nourrir une ville comme Marseille, 900 000 habitants, la quantité d'espaces agricoles permettant de répondre pas à tous les besoins, parce qu'on ne va pas planter des bananes à Marseille, quoique le changement climatique peut-être, mais si on voudrait nourrir tout Marseille, entre des protéines animales, la mer déjà ne suffit pas, parce qu'on importe du poisson, mais ça n'empêche pas, en disant cela, si la ville ne peut pas être une grande ferme, qu'on ne puisse pas, en zone urbaine dense,
revenir à de la nature en ville et à des espaces, jardins partagés, des espaces de plantation. C'est pas contradictoire. Il faut sortir d'une espèce de logique binaire tout ou rien. Par contre, là, nous on est... j'ai vu que... parce qu'on a eu un débat sur les métropoles en venant ici. La métropole marseillaise, pour ça je froisse personne ici, c'est 93 communes, 2 millions d'habitants, presque tout le département des Bouches-du-Rhône, plus une commune du Vaucluse. Tout le monde innove toujours, on va chercher plus loin les choses. Mais même là, on a des espaces agricoles dans la métropole qui sont considérables. Et bien les bétonneurs, les gens qui sont des requins de l'immobilier, ne cessent de faire réduire les espaces agricoles en permanence pour faire du béton. Ils trouvent toujours un prétexte. Alors que, par exemple, dans le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal de notre département et de notre région, pour la région de Marseille, on a 400 hectares de terres agricoles qui devaient passer en béton. On a empêché pour le moment cela. Mais ça veut dire qu'on a de l'espace pour installer des jeunes agriculteurs et de leur faire des propositions de débouchés. Et je vais parler des débouchés parce que monsieur, il pose bien la question à la fois du type de culture et des solutions pour les faire vivre. Parce que quelqu'un qui sait produire, mais c'est la fin du mois, il va à la soupe populaire, c'est pas bon. Il peut manger toujours ses patates. Ça en fait beaucoup quand même pour lui. Voilà, il peut pas manger que des patates. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut offrir des débouchés. Est-ce que vous savez, dans votre région, faites le calcul, combien d'enfants scolarisés mangent tous les jours dans les cantines publiques? Nous, il y a 440 écoles publiques ou dans le primaire, il y a en gros 40 000 scolaires qui mangent tous les jours. Si je rajoute les collèges et les lycées, on a des filières complètes, viande, poisson, volaille, légumes et autres qu'on pourrait développer en donnant des marchés dédiés à des agriculteurs qui produiraient de bonne manière. Et nous, ça s'est traduit au plan politique. On va mettre une fois par semaine un bout de pain bio et une pomme bio. C'est un peu court quand même, non? Ouais. Enfin voilà, je pense que vous êtes d'accord. Voilà. Pour Michel, votre exploitation sur quelle superficie? On a à peu près 86 hectares. Et en bio? 100%. 100% bio. Le modèle, il serait généralisable, selon vous, votre modèle? Alors, de quel modèle on parle? Du modèle de type de culture bio ou de mon modèle avec vente directe, mixte L'ensemble, pour trouver un équilibre tel que vous le recherchez. L'ensemble, on pourrait pas, toutes les fermes de France ne pourraient pas être comme ça. On va prendre l'exemple de ceux qui sont dans la Vénois. Ceux qui sont dans la Vénois, c'est une terre plus d'élevage, même si aujourd'hui c'est en train de devenir une terre de patates, ça c'est encore un autre débat. Accessoirement, s'il y a des inondations dans la Vénois qui commencent à arriver, il faut se poser des questions. Hein. On détruit les pâtures. On va très vite aller photographier ce qui reste comme est. Hein. Voilà. Mais notre modèle, tel qu'il est chez nous comme ça, n'est pas forcément le modèle qu'il faut appliquer à tout le monde. C'est un modèle qui peut être appliqué à certains, parce que nous, on est dans une zone qui est avec une forte densité de population. On est quand même sur un modèle mixte. On a à la fois de la vente directe, à la fois, enfin, circuit long, circuit court, on va plutôt parler comme ça. On a du circuit long, du circuit court, mais je pourrais pas tout faire en circuit long. Je pourrais pas, enfin, si je pourrais tout faire en circuit long, mais je gagnerais moins. Mais je pourrais pas tout faire en circuit court parce que j'ai pas forcément tous les débouchés. Je vais prendre l'exemple du blé. On a une petite trentaine d'hectares de blé sur la ferme. 30 hectares de blé, même si je ne fais que 4 tonnes par hectare, 3 x 4, 12, ça fait 120 tonnes. 120 tonnes à transformer en farine, même si on est à 80% de rendement de farine. Faut retirer 20%. Donc en gros, j'aurai une centaine de tonnes de farine à évacuer. Bon, qui est prêt à acheter de la farine? Voilà. Ça va faire beaucoup de crêpes. Ça va faire beaucoup de crêpes. Non mais, voilà, donc du pain. Mais non mais au-delà de ça, il y a vraiment en fait tout un système où il faut avoir une mixité dans l'ensemble. On ne peut pas se permettre de faire du 100% vente directe locale, on ne peut pas se permettre de faire du 100% circuit long. Il y a à la fois alimenter le secteur dans lequel on vit et en même temps, je vais résumer bêtement et méchamment ce que je dis, mais bon, Paris et Marseille ne cultivent pas grand-chose. Hein. Voilà, et je pense que de la patate à Marseille, elle vient de chez nous. Hein. Il y a une taille critique à avoir pour être économiquement viable. Est-ce qu'il devrait également y avoir une taille maximale à ne pas dépenser afin de ne pas être maltraitant? Parce qu'on imagine également
que sur des grandes exploitations, enfin, c'est peut-être pas forcément la priorité. J'ai envie de dire, quand je vais dans une grande surface, c'est pas le sourire de la caissière qui va tout de suite être le fait le plus important. Par rapport à un commerce de proximité, on va chercher autre chose. On peut faire le même parallèle peut-être pour l'agriculture. Alors, pour l'agriculture, c'est un raisonnement qui n'engage que moi. Attention. J'ai remarqué une chose, c'est qu'on dit toujours les syndicats majoritaires, les ceci, les cela, vous sortent, la France n'exporte plus, nanani, nanani. On prend la moyenne des fermes françaises dans les années 80, là où on exportait le plus. On prend la moyenne des fermes françaises aujourd'hui, je pense qu'il y a 20 hectares de plus de moyenne. Voilà, à peu de choses près, genre on dit les chiffres au plus simple. En parallèle, si je me souviens bien, on a perdu 20% d'exportation. Voilà. Années 80, aujourd'hui. Ce qui veut donc dire qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas parce que les fermes sont plus grandes qu'elles sont plus productives. Généralement, plus une ferme est grande, plus elle va se simplifier le système. Je regarde les fermes qui font plus de 200 hectares autour de chez moi. La rotation, allez, blé, patates, betteraves et encore. S'ils ont encore envie de signer un contrat betterave à 35 € la tonne. Et puis un peu de légumes d'industrie type pois, haricots. Voilà. Moi, ma ferme, blé, luzerne, maïs, machin. Ouais, je suis presque agriculture sur ma ferme. Donc ça veut dire que sur mes 10 cultures, je sais déjà, par exemple, la pomme de terre, on exporte une partie en Allemagne. Mon acheteur, il y a une partie qui part en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, pays de la production de patates aussi, mais en fait, ils ne produisent pas cette patate. Ouais. Et ça fait des années, enfin, pas des siècles, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que la France exporte de la patate à l'Allemagne pour alimenter directement les Allemands en pommes de terre parce qu'ils ne produisent pas assez, par exemple. Donc, la taille critique, en fait... Alors, taille économique, moi, ça me dérange toujours parce qu'une ferme, pour moi, on alimente les gens. Et à partir du moment où on produit de l'aliment, donner une taille économique à une ferme, alors malheureusement, dans un monde économique, il ne devrait pas y avoir de taille économique à une ferme. Une taille maximale, oui, parce qu'il y a toujours eu des grosses fermes. Vous regardez du temps de Napoléon, il y avait une ferme sur Lens, alors je ne sais plus quel était ce... En plus, il était très connu à voir à cette époque-là, du temps de Napoléon. Mon père, il serait beaucoup plus calé là-dessus. Mais il y avait une ferme qui faisait 1000 hectares. C'était une exception, hein, mais elle faisait 1000 hectares. Et en gros, ils cultivaient en bio. C'était pas gênant. Alors, il y avait une quantité de main-d'œuvre pharaonique, hein, on est bien d'accord. On n'était pas non plus dans une mécanisation comme aujourd'hui, mais malgré tout, ils avaient des gangs de machines à vapeur pour labourer, et ils sortaient des rendements, et je sais que l'empereur avait été voir le régisseur de la ferme en disant « mais comment vous faites ?» Et le régisseur avait dit « mon empereur, il n'y a qu'un seul secret, c'est du chien, du chien et du chien. » Voilà. Bon. Et en fait, le résumé de l'agriculture, c'est ça, c'est qu'on a déconnecté l'agriculture de la base, qui est l'autonomie. Et une ferme autonome aujourd'hui, l'INRA en a un exemple, si je me souviens bien, c'est au sud de la Champagne, où il y a une ferme qui est INRA, 100%, et cette ferme fait 250 hectares, si je ne me trompe pas, et elle est autonome, 100%, sur tout ce qui est intrant. Donc intrant, fumier, en gros c'est fumier-lisier. Ouais. Ils ont, je crois, 3 élevages différents. Ça fait travailler je ne sais plus combien de personnes, enfin c'est quand même un nombre de personnes quand même assez importante. La problématique qu'ils ont, c'est que la rentabilité est difficile à atteindre parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre justement. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait une grande ferme c'est difficile et une petite ferme c'est difficile aussi. On le voit dans la presse aujourd'hui où des gros agriculteurs manifestent. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent de la PAC. Hein. Voilà. Mais des petits agriculteurs manifestent. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur paye pas assez cher leurs produits. Au final, ils n'ont peut-être pas la PAC. Pas tous. Donc, on a parlé voilà, de nourrir. Je sais que c'est un gourmand, en tout cas, un gourmet. Si, Philippe. Bien mangé, Philippe. Vaut mieux l'avoir en photo qu'à Et donc, ça commence bien. Voilà, j'aime bien, je charrie bien. Philippe, toi tu l'as vu évoluer ce paysage quand
t'es dans ton avion, tu t'es rendu compte, finalement, on parlait de l'Avesnois, là, avec des haies qui disparaissent, on voit l'évolution agricole et également des villes et bourgs de notre région. Quel regard tu poses sur ça? T'es nostalgique, résolu Alors, je passe par des phases différentes. Ouais. Mais en tout cas, bon, moi je suis un observateur, comme tu l'as dit. Je ne suis qu'un observateur, mais un observateur qui a aussi maintenant pas mal dialogué avec des producteurs, avec des gens qui parlent de météo, qui parlent de climat, qui parlent de biodiversité. Et donc, bon, je me suis fait un point de vue là-dessus. Et l'observation, en tout cas, que j'ai faite, et puis à ma vie aussi. Je suis un fils d'agriculteur qui est né en 1958 et donc qui a assisté à une révolution agricole qui n'est pas forcément une bonne révolution. T'as pas voulu prendre la suite? Non, je n'ai pas voulu prendre la suite parce que c'était de l'élevage laitier et j'avais envie de faire autre chose que de passer tout mon temps, matin et soir, comme je l'ai vécu avec mes parents, à traire les vaches. Voilà. Donc c'est un métier très dur. Et donc il faut vraiment leur rendre hommage à ces agriculteurs. Alors moi j'ai observé du ciel effectivement, et ça a été le point de départ du film que vous allez voir tout à l'heure. J'ai observé du ciel le phénomène des coulées de boue. Et ce phénomène des coulées de boue, c'est ni plus ni moins qu'un symptôme, et un symptôme de choses qu'on a organisées, je veux dire, depuis 70 ans dans nos champs. Les coulées de boue, c'est ce que j'ai découvert plein de choses en fait avec ça, et ce que j'ai découvert en particulier, c'est que tout ça, c'est en relation avec la vie, avec la biodiversité, avec la raréfaction de la vie dans nos campagnes. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 40 ans, depuis 40 ans, il y a environ 80% de la masse d'insectes qui a disparu, et parallèlement à ça, 40% des oiseaux qui ont disparu. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Il faut bien se rendre compte du fait. Et ça, c'est la partie visible. Et ça, c'est la partie visible, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on parle effectivement de la vie souterraine. La vie souterraine, elle est encore peut-être plus touchée que ce qui se voit. Donc, et ça, c'est dû quand même à une façon d'uniformiser l'agriculture. Il y a le remembrement qui est passé par là. Il y avait 1 600 000 agriculteurs il y a 40 ans. Il y en a 400 000 aujourd'hui en France. Probablement 200 000. Il y a beaucoup des manifestants du syndicat majoritaire qui sont aujourd'hui, qui suivent à fond. Mais moi, j'ai envie de leur dire aujourd'hui, c'est vous qui allez disparaître demain, si on continue comme ça. Et donc, il y avait Einstein qui disait on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qui l'a engendré. Et on en est là aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait une révolution qui se passe. Et pour moi, cette révolution, eh bien, elle va dans le sens des producteurs et de se dire il faut payer le juste prix des choses. Et payer le juste prix des choses, c'est aussi faire en sorte que des gens qui produisent en dégradant les conditions de la biodiversité, l'eau qu'on doit retraiter, ça a un coût pour la collectivité. Et ça, dès qu'on a une action qui va dans le sens d'une dégradation, eh bien, ça doit être payé, quelque part. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ouais. Ce que tu as appris et ce que vous transmettez dans votre film, la question, ça reste également à Hervé, finalement, c'est que c'est pas uniquement M. Marlière, quand il fait un orage, le responsable, quoi. Voilà, c'est pas parce que... non, c'est lui qui fait pleuvoir. Ça serait bien. Hein. Voilà, c'est pas l'unique responsable. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'essaie avec un sourire, il n'y a pas que la météo qui compte. Non, voilà, il y a ce qui se passe véritablement au sol, ce qui fait, qui abîme et qui finalement engendre ces phénomènes que l'on connaît peut-être plus fréquemment et encore plus intenses qu'avant. C'est un peu ce qu'il faut retenir de votre film. Et puis, bien comprendre également que vous avez rencontré des tas d'acteurs différents dans le film. Et ce que j'aime bien, c'est peut-être le pédagogue, là, parce que votre film, c'est devenu un outil pour comprendre, pour apprendre, et surtout pour se questionner, parce que
Il n'y a pas de solution dans le film. Enfin, il n'y a pas une solution unique en tout cas. Il y a des solutions. Donc c'est bien ça, parce qu'en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire comprendre un peu à tout le monde comment ça se passait dans les sols. La vie des sols, c'est complètement oublié, hein. Personne n'en parle. Hein. Même en SVT, ça dure pas longtemps. Donc SVT, c'est Sciences et Vie de la Terre. Hein, et donc c'est avec cette prise de conscience, c'est que chacun se dise qu'il y a autant de vie dans les sols qu'au-dessus. Donc si on s'occupe des ours, des phoques et tout ce qu'on veut, c'est bien, mais le milliard de vie qu'il y a dans les sols, dans une cuillère à café, il y a autant de vie que d'êtres humains sur la Terre. Ça nous dépasse. Hein, dans une terre vivante. Hein. Une terre vivante, oui. Une terre vivante. Alors, donc cette vie du sol, sans cette vie du sol, eh ben, on bétonne les terres agricoles. Et ça, nous, on a voyagé avec Philippe, avec la caméra, sous la pluie, sous la sécheresse, on a vu un tas de choses. Mais c'est évident, on passe d'un champ à l'autre. Il y a un champ, c'est du béton, l'autre champ, c'est une éponge. Alors, quand je dis éponge, parce qu'on marche dessus, ça... Waouh, la première fois qu'on a vu ça, c'était il y a 5 ans. Hein, on s'est dit, bah ouais, waouh, quoi. On a envie d'enlever les chaussures. Ouais. Et ça, entre l'éponge et le béton, quand on parle des les sols dans les écoles, c'est très bien. Mais le coût par rapport à la surface, il est énorme, alors que dans les champs, c'est assez facile. Ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols, merci. Et donc conservation des sols, donc c'est conserver les sols, ça veut dire. C'est déjà le terme, il ne devrait pas exister, quoi. Hein. Donc, et cette éponge, on comprend bien que quand nos météorologues, tous les spécialistes en parlent, si le sol c'est une éponge, il va absorber l'eau qui tombe, et en plus il va la restituer parce que ça remonte par capillarité. Donc un sol qui est bien vivant avec de la matière organique, c'est une éponge qui capte, et il y a moins besoin d'arroser quand on a un sol vivant avec la matière organique. Hein, tu peux me confirmer. Hein, et les vers de terre font leur boulot, tout le monde fait son boulot dedans. Et voilà, donc c'est vraiment cette éponge qu'il faut retrouver. Et il ne faut pas oublier que les terres agricoles représentent plus de la moitié des surfaces actuelles. C'est pas agaçant quand on a des gens qui ne sont pas de la profession de vous dire comment il faut faire, Michel? Ouais, ou alors, au contraire, c'est super intéressant d'avoir plutôt des gens qui se questionnent sur comment c'est produit, sur comment ce que je mange, de où ça vient. Parce qu'on a également, on pourrait penser très bien ça, mais quelle autorité il a? Il n'est pas... Je fais une toute petite parenthèse. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas, et ça je l'ai remarqué à maintes reprises, il n'y a pas mieux qu'un agriculteur pour parler et convaincre un autre agriculteur. Ça, c'est clair. C'est pas faux. Alors, il y a mon point de vue, il y a le point de vue général. Le point de vue général, on vous dira toujours, oui, l'agriculture, les sujets agricoles, c'est réservé aux agriculteurs. Mon point de vue, c'est non. J'ai des collègues en bio qui se présentent comme producteurs d'eau potable, par exemple. Ah ouais, c'est joli ça. Voilà, ils cultivent l'eau. Alors, j'ai pas la prétention de cultiver de l'eau. Hein. C'est pas l'eau, c'est pas moi qui l'a fait. Hein. Ça vient du ciel. Vu le prix de l'eau, mais vu le prix ça gagnerait pas beaucoup sa vie. Hein. Alors, oui. Non, en fait, de mon point de vue, l'agriculture doit s'inspirer aujourd'hui, doit répondre à certaines attentes qui viennent aussi de la société. Alors, malheureusement, c'est qu'il faut mettre en adéquation à la fois les attentes et ce qu'on parlait tout à l'heure, les tarifs derrière qui vont suivre. Parce que, malheureusement, pour qu'il y ait des changements, ça a des coûts. Et ces coûts-là derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui supporte aussi ces coûts-là, et on ne peut pas, en tant qu'agriculteur, tout supporter. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, ou la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que l'agriculture a tendance à se refermer sur elle-même. Alors, ça, c'est mon point de vue toujours. C'est quand même assez inquiétant. Parce que ne pas écouter à un moment, et rester ouvert à ce qui se passe autour de soi. Et je vais prendre l'exemple de l'agriculture de conservation. Je ne suis absolument pas sur ma ferme en agriculture de conservation. Je suis en bio, j'ai une charrue, voilà. J'ai l'habitude de dire, ceux qui ont tendance à un peu critiquer le labour,
oui, mais moi je mets un tracteur de 100 chevaux sur une charrue qui, normalement, les gars dans le secteur, ils mettent 150 chevaux, quoi. Voilà. Ça veut dire que si mon tracteur il patine, je fais demi-tour, je reste chez moi, voilà. Ou alors c'est que je suis trop profond, ou alors c'est que, voilà. Et donc automatiquement, je n'ai pas du tout les mêmes points, voilà. On parle d'érosion, je laboure dans le sens de la pente, il y a certaines parcelles que je laboure dans le sens de la pente, mais j'ai des... Et là, malgré tout, même s'il y a de l'eau qui ruisselle, même s'il y a un peu d'érosion, ces là retiennent. Et malgré tout, c'est des zones d'infiltration d'eau que je ne travaille pas, qui ne sont pas là pour être exploitées, qui sont là juste pour faire une barrière naturelle, retenir l'eau. Et quand on retourne une pâture, je parlais de la Vénois tout à l'heure, dans la Vénois aujourd'hui, on commence à parler à certaines périodes de l'année d'inondation dans des communes où il n'y a jamais eu d'inondation. Et le seul facteur qui fait qu'il y a des inondations aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on a retourné une pâture, c'est qu'on met du maïs ou des patates à la place. Et qu'on a arraché les... Ça sert à quoi Allez, la question va être large, répond qui veut. Parce qu'on peut arriver à se poser ce genre de question. À quoi elle sert la loi ZAN si c'est pour préserver des terres qu'on va ensuite, quelque part, abîmer, tel que... Enfin, voilà, il y a un moment, j'ai envie de dire, il vaudrait mieux qu'elle soit, à ce moment-là, aménagée, et aménagée justement pour être peut-être un peu plus utile. Je me trompe, ou alors là, je vais trop loin. Monsieur Hérin. Si on mène le débat sur le ZAN, on n'est pas sorti. C'est en tant que tel une idée généreuse, mais qui a été pensée par des gens dans des bureaux à Paris qui ne connaissent pas trop le territoire. Quand on sait qu'ils ont classé une pelouse, quelque chose qui, en ville, qui est quand même assez naturel, comme quelque chose d'artificialisé à 100%, et en revanche, une terre agricole cultivée conventionnellement avec du glyphosate, c'est considéré comme naturel. Voilà, on pourrait peut-être en discuter pendant longtemps. Donc, voilà, il y a derrière des idées généreuses, parce qu'effectivement, il y a eu une urbanisation galopante. Je voudrais quand même juste vous donner quand même 2 chiffres quand même pour que vous en ayez conscience. Entre 1982 et 2011, la population française augmente de 23%. Pendant le même temps, l'urbanisation augmente de 43%. Voilà. C'est ça l'origine du ZAN. Et le ZAN, il avait raison de dire, mais faut arrêter, faut arrêter de bétonner, etc. Bon, parce que derrière, c'est aussi la perte de biodiversité, etc. Quoi. Bon. Donc, après, ce qu'elle a accouché et comment elle est aujourd'hui constituée, ça, franchement, il faut... il y a un large débat et on est en train aussi de la détricoter par ailleurs, etc. Voilà. Mais voilà. Sur le principe, encore une fois, c'est une bonne idée, généreuse, mais malheureusement très mal développée. Il nous reste quelques instants. Je vous donne la parole tout de suite, justement, Christian, et puis après on va ouvrir la parole à la salle sur ce qui a été dit, sur ce que vous avez entendu, sur aujourd'hui l'agriculture, la façon d'avoir cette relation, nous également, avec un intermédiaire, parce que finalement c'est ça, parce que vous êtes mon média vers la terre, au final, quand vous en prenez soin et que je consomme justement, c'est un peu grâce à vous. Vos réactions, vos sentiments. Mon sentiment premier, c'est que pour l'agriculture, il faut aller dans le sens de passer de 25% pour ce paysan, cet agriculteur, de revenus liés à des circuits directs, à peut-être 30, voire 40. Nous, on développe, on fait partie de ceux qui, en zone urbaine dense, où il y a des milliers d'habitants, des centaines de milliers d'habitants, on essaie de développer les circuits courts, les AMAP, qui sont nés en province, des expériences de marché couvert, des expériences de boutiques équitables ou de marchés équitables avec des circuits courts. La notion de circuit court, prendre des lentilles que je viens de découvrir dans notre région du Nord-Pas-de-Calais et les vendre à Marseille, pour moi, c'est plus court que de les faire venir de Chine ou du fait de l'Afrique. C'est la notion de court. Là aussi, il faut bien discuter. Tout est relatif. Ça, c'est et puis les marchés, l'accès à des marchés publics réorganisés qui va dans le sens de donner tous les jours une alimentation saine à des milliers de gens, notamment nos enfants, c'est une façon d'aider. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple ce que font certaines communes en mettant en place un réseau d'épiceries solidaires ou autre. Il faut développer circuits courts et ce type, et protéger les sols. Ma deuxième remarque, c'est lié aux inondations.
Nous, on a créé un prix qui s'appelle la carafe d'or et le broc de plomb. Le broc de plomb, c'est pour les pollueurs, les gens qui gaspillent l'eau, qui la privatisent. Depuis 4 ans, ils ne viennent pas chercher. C'est pas du plomb, c'est oui, mais qui a mis du plomb dans la loi. Ils viennent pas chercher le prix, c'est bizarre. Hein. J'ai des exemples. Par exemple, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d'autres en région parisienne, par exemple le SIAP qui a décidé le CEDIF plutôt qui a décidé de faire l'osmose inverse, ils viennent pas chercher leur prix. Par contre, la carafe d'or qui récompense soit des structures qui sont en régie, des agriculteurs ou ceux qui défendent de l'eau, par exemple le collectif Bassine Non Merci. Donc ça m'a inspiré en venant ici que sur votre territoire, pour les lauréats, ceux qu'on va mettre en débat pour choisir la carafe d'or en 2026, parce qu'on se prépare déjà, parce que 2025 c'est en cours, on va peut-être inclure des structures ou des paysans de votre région, parce que ce serait que justice que de leur faire. Et ma dernière remarque, c'est que il a raison là, il faut l'écouter le paysan, mais il est pas majoritaire dans sa corpo, par contre. Voilà, parce que ce qu'il vient de dire là, ça mériterait qu'on le retrouve sur d'autres supports, notamment à Scarpe, la radio là, mais aussi dans la revue Naturellement ou autre. Il faut qu'on sorte de l'idée qu'il n'y a que des spécialistes. L'agriculture, c'est tout notre problème. Par exemple, nous, on doit bien manger. Pour bien manger, il faut être attentif à ce qu'on nous sert, à ce qu'on nous coproduit, aussi bien du point de vue industriel qu'agricole. Et donc, il faut participer, dialoguer avec eux, et pas simplement dire on va avoir des spécialistes. Oui, de temps en temps, il faut faire appel à des gens qui ont les sciences de l'art. Monsieur a travaillé pendant des années sur les questions d'inondation. Quelque part, c'est un spécialiste. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, il faut qu'on soit tous acteurs de notre ville, de nos communes, de nos territoires. Voilà. Et donc, notre but à nous, entre autres, d'éducation à l'environnement, d'éducation populaire à l'environnement, c'est de retravailler des réseaux d'éducation populaire qui ont parfois, et je citerai des gueux, il n'y a surtout pas MJC, parce qu'on est bien reçu, mais il y a parfois des mouvements d'éducation populaire qui sont devenus des machines à produire de l'info, ou soi-disant de l'éducation, mais qui, en vérité, ne sont plus des mouvements d'éducation populaire. Il faut redonner du sens. Voilà. Un peu, c'est ce qui m'a inspiré notre échange, et ça nous encourage à continuer. Et donc, on reviendra avec la revue Naturellement, peut-être pour les prochains, tant de remettre le prix, on ne sait jamais. Honnêtement, on peut attendre du changement. J'ai été honnête, là, honnête ce que j'ai dit. Ouais, j'ai dit honnêtement non, de non, suite. Non, alors, attends. Presque corse, un Marseillais. Donc, là, je vais me faire des amis. On peut attendre du changement juste sous la pression du monde associatif, ou alors il y a un moment où c'est forcément le politique qui aura le dernier mot. Et... Je pense qu'on a une vision de ce qu'est la politique qui est complètement déformée par l'actualité, par le vécu, les affaires, le machin. En grec, politique, c'est gérer les affaires de la cité. Et le politique local, le maire, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, sont des citoyens en principe comme vous et moi, à qui on a confié un mandat par le suffrage universel ou par le suffrage indirect. Je pense profondément, et notre association en œuvre ça, qu'il faut dialoguer avec tout le monde, les organisations syndicales d'agriculteurs, la FNSEA, c'est pas facile, hein, mais d'autres. Il faut essayer de dialoguer avec les élus locaux, les élus nationaux, c'est ce qu'on essaie de faire, les organisations syndicales d'ouvriers, de techniciens de cadre, et le politique en soi, c'est pas lui tout seul, c'est sous la pression qu'il change. Le président Macron, pour pas le nommer ici, parce que c'est enregistré, ça sera écrit, il change d'avis souvent, quoi. Quand vous mettez bout à bout tous ces discours, il est capable, si on regarde sur 10 ans, depuis qu'il nous raconte des choses, il dit tout et son contraire en fonction du moment et de la pression du moment. Là, quand elle a lancé, et on a parmi nous quelqu'un, sa petite fille était choisie pour le fameux état généraux, le grand messe qu'il a organisé sur l'environnement, il a tenu compte d'aucune remarque qui sont sorties de cela. Mais donc, c'est pas un bon politique pour moi. Un bon politique, c'est quelqu'un qui construit des politiques publiques avec les gens, qui veille à ce qu'elles soient mises en œuvre dans le cadre de ce qui a été décidé, et qui permet aux gens de contrôler que ce qui est fait soit réalisable. Je n'aurai qu'un exemple, j'ai fini. Moi, je suis inventeur d'une notion dans ma ville et dans mon association de mesurer la température des villes
avant les travaux et après les travaux. Si on décide d'un aménagement, et pour ça, moi, je n'oppose pas de désimperméabiliser une école, pour moi, c'est aussi valorisant et ça a une grande valeur que de s'occuper d'aider les agriculteurs à faire autrement. Il n'y a pas de petite solution. Mais par contre, si on fait un événement, il faut mesurer la température avant l'événement, avant les travaux, et après suivre les choses. Parce que c'est là qu'on voit si on est efficace ou pas. Et parfois, il faut tirer les enseignements de ces erreurs quand ça ne marche pas. Voilà. À condition de laisser les enfants jouer avec l'herbe, avec les feuilles, avec la terre, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Une anecdote terrible. À Marseille, ils ont été capables de me dire que le terreau, ils avaient ouvert une dame. Ils avaient mis du fumier, du terreau et tout. Ah non, mais on n'a pas les études de sol, les petits, ils sont en danger. Donc on va mettre des jardinières sur la terre, et dans la jardinière, on va mettre du terreau. Mais ça fait 2 ans que ça dure. Hein. Mais c'est pas le maire de Marseille, c'est tout un système de pensée d'acteurs locaux qui sont parfois des techniciens qui ont des présupposés dans la tête qu'il faut combattre. Toute dernière question, et après on la donne à la salle. Quand vous dites, finalement, c'est aux politiques de faire le vrai politique, c'est celui qui organise. Pourquoi plutôt vous avoir choisi le monde associatif que l'engagement politique? Je crois qu'il ne faut pas couper les choses. Monsieur, il est sûrement, pas encore, je ne vais pas le marier d'office, il est parent d'élèves. Il peut être, non, il n'est pas, non, mais il pourrait être parent d'élèves. Il irait à l'école, s'occuper de l'école de son minot. Non, mais bon, je tombais à côté. Bon, c'est pas grave. Il n'a pas reconnu ses enfants. Mais la Belgique est à côté. On t'expliquera la géographie. Non, mais tu as d'autres. Mes fonctions, moi j'ai eu des fonctions syndicales. Là, je suis un jeune retraité. J'ai eu des fonctions syndicales et j'ai agi dans ce cadre-là. J'ai eu des mandats, Mais qui aujourd'hui, dans cette salle, n'a pas qu'une seule casquette? Il y a plein de gens qui ont des fonctions, ici même. Je ne vais pas tous les prendre un par un. Donc le problème, c'est que ce que nous faisons, on soit cohérent dans toutes les casquettes que l'on porte. Et qu'on ne se dise pas, je le fais pour un appât du gain à un endroit, et l'autre, je fais semblant pour faire bien. Il faut porter un projet global et le porter tout le temps. Et faire de la politique, c'est ça. Des questions, des réactions? Donc, Christian Wyss, président du MNLE Nord-Pas-de-Calais. Je voudrais revenir sur 2-3 points sur l'agriculture. Je suis un fils de maraîcher de Dunkerque. J'ai été à l'école d'agriculture. Et on apprenait la chimie et la physique des sols. On apprenait comment on mettait de la marne pour restaurer, etc. L'humus. On parlait de la polyculture. C'était des pères qui faisaient de la polyculture, élevage. Donc on avait des choses à faire. L'hiver, on travaillait les sols. Nous on appelait ça des Canadiens, c'est les herses, pour remuer, tirer les chiens dents, etc. Maintenant, on passe à coup de Roundup, on laisse pousser, on passe à coup de Roundup. Non, pas lui, je m'en doute. Donc, il y a un tas de choses qu'on faisait. Mon père faisait du bio dans les années 60. Il n'y avait pas d'entrailles, il n'y avait pas de ceci, pas de cela. Tout était bio. Et si c'était pas reconnu bio, on mangeait sain. Et quand j'étais en école d'agriculture, il y avait tous des jeunes agriculteurs. Ma ferme sera plus grosse que la tienne, etc. On appelait ça les gabis, parce qu'ils faisaient de l'élevage, c'était pour faire de la saucisse gabi. Oui, mais c'est ça. Le spot machine, désherbants, produits chimiques et tout ça. Ça, on l'a connu en étant agriculteur, et nous, jeunes élèves, on voyait la différence. Et à l'époque, on voit le résultat maintenant, c'est l'industrie. Et même l'industrie ne paie pas. J'ai vu un reportage sur un élevage de cochons bio. On lui dit, tu produis 100 cochons bio, si tu en fais 110, on t'achète les 10 supplémentaires au prix du marché gros, quoi. Ils font pareil pour les patates. Donc on ne paie pas à sa juste valeur le travail. Pour en revenir à ce que vous évoquiez, les enseignements, ils ont évolué en formation agricole, en lycée agricole. Est-ce qu'on commence à avoir un autre discours auprès des prochains professionnels de la terre? Oui, je suis bien placé pour répondre. J'étais prof d'agroéquipement économie agricole, voilà, pendant 10 ans. En fait,
dans votre remarque, il y a 2 sujets. Il y a le sujet des élèves, il y a le sujet des professeurs. Au niveau des professeurs, aujourd'hui, tout enseignement dans tous les diplômes agricoles, le bio doit être abordé. Alors, c'est pas écrit comment, donc il suffit que le prof d'agronomie, s'il en a, excusez-moi de le dire comme ça, rien à foutre, il dit juste que le blé, on le passe à l'étrie, voilà, le bio a été abordé. Bon, c'est plus la majorité des professeurs d'agronomie aujourd'hui, hein, il faut être très clair. Sur l'enseignement, je vais parler de Nord-Pas-de-Calais, de ce que je connais. Tous les établissements abordent le bio, alors plus ou moins sérieusement, soyons clairs quand même, mais l'abordent, en parlent, disent à quoi ça ressemble, disent ce que c'est. Voilà. Après, le sujet élève. Et là, c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui j'inquiète. Parce que il y a une espèce de synergie qui est en train de se créer dans les écoles. À mon époque, quand j'étais dans une très grosse école agricole, très connue de la région, hein, dans le Pas-de-Calais, qui est très très réputée, j'étais un petit peu le mouton noir, là, parce que mes parents avaient 80 hectares, on n'était pas une grosse ferme, machin, les gars autour de moi, c'était que des grosses fermes. De toute façon, il y avait les clans, hein, il y avait le clan des grosses fermes, des petites fermes, hein, soyons clairs, hein, voilà. Aujourd'hui, vous allez dans des établissements agricoles, moi je suis super inquiet. Ils sont tous habillés pareil. Et quand je dis tous habillés pareil, c'est les chaussures, le jean, enfin c'est même pas le jean, c'est le pantalon, je sais pas ce que c'est comme matière. Ils ont tous un truc jotte, là, JOTT, là. Ils ont tous le même. Et ils sont tous dans le même raisonnement, c'est il faut produire, il faut être les plus gros, il faut être... Et je ne vois pas la solution pour casser ce truc-là. Parce que la problématique, en réalité, aujourd'hui, n'est plus de donner des cours aux élèves sur un autre type d'agriculture, c'est d'essayer de faire qu'ils soient ouverts d'esprit. Parce que je pense qu'à mon époque, les professeurs, ils avaient peut-être des défauts, ils avaient peut-être aussi beaucoup de qualités, mais ils avaient au moins une chose, c'est qu'ils nous apportaient une ouverture d'esprit. Quand on est passé en bio, on nous a aussi dit, restez ouverts. On ne vous apporte pas de solution à un problème. Vous avez un problème, on va essayer de trouver la solution ensemble. Mais on n'avait pas la solution à la fin. C'était en gros nous qui trouvions la solution. Voilà. Et les jeunes aujourd'hui, on a tendance... alors je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la synergie dans l'établissement? Est-ce que voilà. Et ça m'inquiète réellement. Parce qu'il y a un renfermement des élèves sur eux-mêmes. Et on en arrive sur qui a le plus gros tracteur, hein, c'est pas qui a la plus grosse... voilà. C'est qui a le plus gros tracteur. Il y a peut-être un lien proportionnellement inverse, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, mais on en arrive à qui a le plus gros tracteur, qui a la plus grosse ferme, qui cultive le plus, qui vend plus de patates, et bref. Voilà, je vous en prie. Et le deuxième point, c'est sur les inondations, donc Daguerre, Saint-Omer, etc. On a eu donc 2 fois des inondations, et quand on regarde, disons, le schéma de ces inondations en temps réel, bon, c'est vrai que le mineur a débordé. Sur la en amont, il y a eu des zones d'expansion des crues. Hein. Ceux qui ont été touchés, c'est tous ceux où ils ont été bâtir au bord du lit mineur. Et actuellement, ils réfléchissent à dire il y a quand même des maisons à retirer. L'autre point, c'est justement sur les canalisations. Parce que le canal du Nord, qui se jette dans la Hore, était bas. Et ce sont tous les terres et les agglomérations qui ont été inondées. L'eau n'a pas été, disons, en déversement. Elle ne s'est pas déversée dans le canal. Tout est resté bloqué et est passé obligatoirement par la station d'épuration, ce qui a fait un bouchon en amont et presque jusque la source. Donc, il y a un aménagement du territoire à revoir, mais bien analysé. Parce que si on retire toutes les canalisations d'eau pluviale des gens et qu'on les fait aller directement au canal ou dans les zones d'expansion des crues, on n'aura pas ce bouchon de déversement au canal par la station d'épuration. Oui, c'est aussi simple que ça, Jean-Jacques Hérin. Non, c'est pas si simple que ça. C'est bien plus compliqué. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que Saint-Omer est à 25 km de la mer.
Saint-Omer, le niveau des terres est à la cote 2 mètres. C'est-à-dire que, reportons-nous 2000 ans en arrière, le trait de côte, la mer, venait jusqu'à Saint-Omer. Voilà. Ce qui se passe avec le changement climatique, c'est qu'on a aujourd'hui une remontée du niveau des mers. Le GIEC nous annonce 0,5 mm par an, en moyenne. 2023, la remontée du niveau des mers, ça a été 7,3 mm. C'est-à-dire plus de 10 fois supérieur à ce que le GIEC annonçait en moyenne. Donc quand il pleut, et en amont de Saint-Omer, vous avez les monts des Flandres. Et quand il pleut, ben, ça coule bien du mont des Flandres, et quand ça arrive au pied des monts, eh bien, vous perdez la vitesse, et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça s'étale. Voilà. De Saint-Omer à Dunkerque, c'est un polder. Voilà. Ça fait 1500 ans qu'il existe, etc. Voilà. Il faut savoir qu'à Dunkerque, toutes les eaux s'écoulent vers Dunkerque. Voilà. Vous connaissez le nom des watringues. Voilà. Les watringues, c'est un système qui a été mis en place au fur et à mesure de la poldérisation. Voilà. Et il se trouve que quand la mer est haute, il n'y a aucun écoulement gravitaire à la mer. Tout est pompé. Voilà. Et donc, comme le niveau des mers monte, ben, on tente de plus en plus. Et là, il s'est passé des phénomènes pluvieux très importants, cumulés, etc. etc. Et donc, ben, ce qui s'est passé pendant les quasiment 3 mois, toutes les eaux ont dû être pompées à Dunkerque. Donc quand on les met dans le canal, etc., de toute façon, il fallait pomper. À Dunkerque, pendant 2 mois et demi, ils ont pompé 400 millions de mètres cubes. Voilà. Vous ferez un petit prorata par rapport aux surfaces. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que quand il y a trop d'eau, eh bien, voilà. Et compte tenu de la poldérisation, de toute façon, ça ne peut pas s'évacuer gravitairement comme ça. Il faut du temps, etc. Voilà. On n'est pas dans le sud de la France quand il y a des pentes, où il y a des pentes, voilà, il y a des inondations très rapides, ça coule très vite, et puis au bout de 24 heures, on n'en parle plus. Enfin, si, on en parle parce qu'il faut réparer les dégâts, mais en tout cas, il n'y a plus d'eau. Là, quand il y a une inondation, il y en a pour 8 jours. Voilà. Et malheureusement, le premier signe que les services de l'État ont donné, c'est on va débloquer 5 millions d'euros pour curer les cours d'eau. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, parce que le cours d'eau, pour évacuer plus d'eau, ben, il prend son limageur. Voilà. Et le limageur sur la communauté d'agglomération de Saint-Omer, ben, il se trouve que c'est 50% du territoire. 50% du territoire. C'est construit dessus. Voilà. Et on a construit partout. Voilà. Aujourd'hui, il y a déjà 80 logements qui ont été rachetés par l'État au titre du dispositif catastrophe naturelle, les fonds Barnier, parce que bien, le constat qui est fait, c'est clair, on ne peut pas habiter là où l'eau va passer quand on ne sait plus la gérer. Voilà. On a aménagé le territoire en se disant, mais c'est pas grave, on mettra des tuyaux, on mettra machin, et ça, on arrivera toujours à résoudre le problème. C'est faux. C'est faux. Voilà. Je vais prendre un autre cas de figure qui est plus lointain, voilà, je me rapprochais un peu plus de Marseille, la vallée de la Roya et de la Vésubie. 700 mm en 24 heures. Voilà. Ben, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de dégager et de laisser passer. Hein. Ça a tout rasé. Et 3 ans après, ils ont eu la même chose encore, un peu moins, mais c'est revenu. 1 mètre cube d'eau, voilà, on l'oublie systématiquement, 1 mètre cube d'eau, c'est 1 tonne. Et 1 tonne en mouvement, ben, ça fait du dégât. Hein. Voilà. Et chargé de sédiments en plus, etc. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Donc on a oublié ça, parce que on est dans une société dite technicisée, où on dit de toute façon, on aura toujours une réponse technique. Et quand le technicien vous dit, aux politiques notamment, que ben non, on est aux limites, le politique et les habitants aussi, malheureusement aussi souvent, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est pas des sujets qu'on aborde, on considère que le technicien, c'est un mauvais technicien parce qu'il ne veut pas faire la solution. Eh bien si, il y a une limite. Voilà. 2 points. L'agence de l'eau n'est pas là présente, mais pour les gens qui suivent, et Jean-Jacques y était, on a au mois de mars le même type de table ronde avec les 3 présidents des clés du bassin et la directrice de
l'agence de l'eau. Et le deuxième point, c'est que je vous invite, ceux qui ne l'ont pas vu, on a projeté cette année un film qui s'appelle de l'eau jaillit le feu, qui est un petit peu, enfin en partie produit par le NLE, qui explique que ça fait des ravages, les bassines à Sainte-Soline, ça fait des ravages autour, chez les maraîchers, pour l'eau potable. Enfin voilà, c'est vraiment un film. Mais heureusement que les agences de l'eau existent. Alors, on avait promis de donner la parole au monsieur là-bas. Une question courte, pour une réponse courte. On fait très court parce que depuis tout à l'heure. Et puis peut-être Rosa, parce qu'elle est quand même à l'origine. Parce qu'il y a la projection derrière. Alors, bonjour à tous, Yves Cusnier. Problème avec moi, c'est que je suis toujours très long. Mais bon, je vais pas vous faire une... Non, je vais pas vous faire une formation. Question suivante. Non. Juste, moi, je voulais revenir au circuit court. Donc, je suis quelqu'un qui a 71 ans, donc l'école et tout ça, ça remonte à très longtemps. Qu'est-ce qu'on faisait avant quand on allait à l'école? On avait des cantines. Des cantines faites par des femmes du village et tout ça. Tout ça, ça a été supprimé. On a commencé à consommer industriel, parce que ce qu'on allait acheter à la ferme du coin, ça allait peut-être créer la salmonellose ou d'autres trucs. Donc on a toutes, enfin je sais pas, vous n'êtes pas d'accord voilà, on a tout voulu simplifier au profit de l'industrie, qui s'en fout du consommateur. Faut être honnête. Le consommateur n'est pas leur préoccupation. Mais on avait des repas simples, comme chez soi, mais c'était bon, et c'était bon pour la... Voilà. Si on voit maintenant tant de personnes qui sont malades, enfin voilà, j'ai pas une grande culture médicale ni quoi que ce soit, je pense que on n'a pas la nourriture adéquate. Donc, je pense que monsieur pourrait utiliser 10 personnes dans sa ferme s'il faisait de la vente, mais je comprends que vous n'avez pas ni les moyens ni quoi que ce soit de le faire, mais les mairies qui feraient les repas pour les anciens, pourquoi on ne va pas à la ferme du coin acheter? Non, je peux répondre à tout ça très simplement. C'est politique. Vous dites c'est l'industrie. Non, c'est pas. On travaille pas pour. En fait, aujourd'hui, c'est pas pour l'industrie qui travaille, c'est pour l'économie. C'est pire que ça, en fait. Parce que, encore, si c'était pour l'industrie, il y aurait encore une logique. Il y a de l'humain derrière. Là, en fait, on n'est que pour l'économie. C'est-à-dire que, pourquoi ça a été simplifié au maximum? Parce qu'il fallait baisser les coûts, parce que c'était toujours un problème de coût, en fait. Et on a dit, il faut rationaliser, il faut ceci, il faut cela, il faut que ce soit aseptisé, je suis d'accord avec vous, sur toute la transformation. Sur cette transformation et compagnie, on a dit, il faut que ce soit aseptisé, il faut ceci, il faut cela, il faut simplifier, Mais en fait, au final, on en revient toujours à un problème. C'est un problème de coût et un problème de politique où à un moment, malheureusement, il y a des coûts qu'il va falloir que les gens doivent supporter. Ils ne veulent pas supporter, il va falloir qu'ils apprennent à supporter. Et c'est là où je voulais en venir, c'est nous qui sommes quand même acteurs. Une petite modification, c'est pas tant l'économie, mais c'est plutôt la finance. Oui. C'est la finance aujourd'hui, malheureusement. Indirectement, je dirais, oui, je pensais plutôt finance qu'économie, oui. Mais ceux qui ont des souvenirs, ceux qui ont comme moi des cheveux gris, vous vous souvenez que dans le temps, dans une ferme, il y avait énormément de gens qui travaillaient. Il y avait des ouvriers de ferme, il y avait tout ça. Et donc, on mettait pas de pesticides, on allait enlever les chardons avec la petite faucille, on allait faire plein de choses, et ça se faisait. Et au moins, il n'y avait pas de chômeurs en plus, parce que c'est ça. C'était pas une vie grandiose pour ces gens, parce que c'était des gens, des journaliers. Mais je comprends, peut-être qu'on peut pas revenir au temps de Zola, mais je veux dire, je pense qu'il y avait quand même... Il vaut mieux pas non plus. Ouais. Parce je tiens pas à revenir au temps de Zola. On a beaucoup idéalisé dans les romans une période qui a été terrible. Donc juste pour dire, vous savez combien... Est-ce que vous avez des petits-enfants qui vont manger à la cantine? Sur un prix scolaire moyen, allez, on va dire que la mairie achète le repas industriel, la Sodexo ou d'autres boîtes qui sont des professionnels. C'est pas eux qui sont en cause essentiellement, mais 6 €. Allez, chaque petit, ça va coûter 6 €. La part de l'alimentation, de ce qui va être mangé, c'est 50% maximum. C'est-à-dire qu'il y a parfois, il y a moins. 50%, c'est du service, du bénéfice et de l'emballage et du transport. Voilà. En gros, la proportion. Donc, vous faites manger des petits 3 € de marchandises alimentaires. Voilà. Je dis bien de marchandises, pas de production agricole de qualité. Toute dernière question. Oui, c'est plus une remarque. Réaction.
Merci beaucoup pour ces échanges. Moi, je ne suis pas du tout dans ces disciplines environnementales, mais ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est que l'eau, l'air, la terre sont des biens communs et que ces biens communs ne fonctionnent pas de manière complètement découpée. Je reprendrai l'exemple du ver de terre qui travaille pour lui et pour d'autres dans son petit périmètre de terre, et qui permet de faire de bonnes pommes de terre qui ensuite arrivent dans nos assiettes. Cette pomme de terre s'occupe de notre organisme et de notre bonne santé. Donc là, on a un circuit très long qui permet en fait que tous ces biens communs puissent servir à l'homme. Ce qui s'est passé, donc il faudrait voir tout ça de manière systémique. Or, c'est vrai que quand j'entends parler des bassines, enfin, ce sont des solutions qui sont très cloisonnées et qui finalement concourent à bouleverser tout ça. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait voir quel projet on a, nous, pour l'homme en général, parce qu'on a été, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'on est très lent à répondre, on a été très rapide, l'homme en général, à coloniser des parties de ce bien commun, très très rapide, et donc et pour le bien souverain de l'homme d'ailleurs, et moi je pense qu'il faudrait, comme vous nous invitez, faire appel à l'intelligence collective pour avoir des points de résistance. Et quand monsieur Michel, enfin excusez-moi de vous appeler par votre prénom, vous nous demandez de vous donner des solutions pour que ça change, moi je pense qu'il faut transmettre votre discours, et que discours par discours, on pourrait au moins opposer une barrière au discours dominant qui saccage nos biens communs. Je suis d'accord avec vous. Je vais prendre un exemple très simple, très rapide, qui un peu rebondit sur ce que vous dites. Vous voyez, le système, un ensemble. On avait par exemple l'agence bio. C'est très politique en ce moment, voilà, mais je vais en parler super rapidement. L'agence bio avait l'avantage d'une chose, c'est de faire reconnaître que l'agriculture biologique, c'était un système. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que... Il y avait la production, mais ce n'était pas la production de pommes de terre, la production de blé, la production de légumes, c'était la production. C'était l'agence bio, permettait aussi d'analyser tout ce qu'il y avait comme interaction directe et indirecte, tout ça. Tout ça est supprimé, vous voyez. Et je suis une voix... Je peux gueuler autant que je veux. Ma voix en ce moment n'est pas super en plus. Je peux gueuler autant que je veux. On est plein en ce moment à hurler. Alors le problème c'est que les bio, on est plutôt des bisounours, pour être très clair. On n'a pas la tendance à aller mettre du fumier sur les places publiques, parce que nous le fumier on le garde pour mettre dans les champs. Ça coûte quand même assez cher. Puis les pneus on les recycle. Voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Voilà, c'est la problématique, c'est qu'aujourd'hui notre voix, on n'arrive plus. En fait, on est arrivé, je pense, à un mur devant nous. Alors après, c'est mon avis personnel. Et on a besoin de relais. On a besoin de gens qui nous aident à relayer ce truc-là, parce que malheureusement, on a beau crier, on a beau hurler, les politiques ne nous écoutent pas. Voilà. Ou nous écoutent. Alors, je ne vais pas dire les politiques ne nous écoutent pas, parce que c'est mentir. Je suis sur une agglo où elle a peut-être des défauts, mais elle a aussi des énormes qualités. Et cet agglo aujourd'hui, je peux lui dire merci, si je suis encore là. Voilà. Et donc, comme quoi les politiques, quel que soit leur bord, quel que soit leur parti, quand ils ont envie que ça change, ils le font. Ouais, et c'est pour ça qu'on est devenu encore un peu plus exigeant et un peu plus en attente, mais c'est vrai qu'il faut le souligner, et qu'on n'est pas le coin du territoire le plus mal loti dans cette considération. En tout cas, moi j'aurais juste, pour rebondir à ce que vous évoquiez et sur le mot que vous avez utilisé, conclu, systémique. C'est le drame de ma vie, j'ai jamais conclu. Je vous en prie. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur le terme que vous avez utilisé de systémique. L'écologie, c'est quoi? L'écologie, c'est tout est en tout et inversement. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas pratiqué, qui n'est pas compris, qui n'est pas mis en œuvre. Nous avons, dans nos sociétés technicisées, une somme de techniciens extrêmement pointus dans toutes les matières. Des spécialistes très pointus. Voilà. La problématique, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Voilà. Moi, j'ai pour habitude, et dans toutes les formations que je fais, un terme que j'utilise, c'est refaire société. Refaire en sorte que, un mot également que j'utilise énormément, c'est la transversalité. Voilà.
On est dans un monde hyper technicisé, où chacun regarde midi à sa porte, gère son domaine d'activité, en prenant en plus un certain nombre de précautions, notamment juridiques, avec des incidences financières généralement extrêmement fortes pour les autres, mais c'est pas grave parce que c'est plus mon problème. Voilà. Le problème, voilà, c'est qu'on ne parle plus ensemble, on ne crée plus ensemble, voilà, et du coup, il y a une certaine radicalisation systématique, voilà, qui fait que chacun se replie aussi sur soi. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un problème de société. Voilà. Et ça, vraiment, il faut qu'on y travaille tous ensemble. On n'y travaillera que ensemble. Oui, merci. Donc, Ludovic, Marie-Michel, je vais me permettre quelques mots. Et moi, je vais me placer sur le champ sémantique. Je dirais que le parterre qui ici est une agora de la taille d'une graine, mais on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que le nombre de graines a tendance à augmenter, ce qui est intéressant. Et je pense que l'ensemble peut faire pousser et émerger quelque chose. On a parlé des politiques tout à l'heure, effectivement, on a des gens qui sont là-haut, qui sont déconnectés, on pourrait dire par voie d'extension qu'ils en tiennent une couche, et que nous en bas, nous avons tendance à être beaucoup plus terre à terre, et avoir des idées et des réflexions qui, elles, sont toutes naturelles. Et bien c'est ça qu'il faut promouvoir, et c'est ça qu'il faut faire grandir encore, ça a encore besoin de grandir et d'avancer. Et le monde associatif que vous représentez, eh bien, a vocation à faire couler de l'encre, et cette encre, eh bien, doit nous abreuver et nous faire réfléchir encore. Et ça, je tiens à vous remercier, puisqu'effectivement, bon nombre d'entre nous sont des tribuns qui composent l'agora et qui doivent faire avancer la vox populi, qui finira bien par, à un moment donné, être entendue au-dessus. Merci à vous. Merci. Belle façon de conclure. Voilà, juste pour dernier mot, parce que vous ne quittez pas la salle avant le film. Je fais mienne les propositions, fait l'analyse de Ludovic, mais je dirais simplement que nous, notre rôle aujourd'hui, si on est venu dans votre commune, c'est pour justement parler des convergences d'actions qu'on peut avoir tous ensemble pour faire avancer un certain nombre d'idées, et que l'éducation populaire fait partie de la prise de conscience et de l'appropriation des sujets, qu'on va y revenir, et qu'au travers de nos différents supports, les radios locales, j'espère qu'on pourra passer à l'antenne, notre revue naturellement, qui est diffusée nationalement, la web TV que nous faisons, et si demain vous nous rejoignez en tant qu'adhérents, on peut ensemble faire bouger des lignes. Il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas non plus être euphorisant en disant tout va bien, pas du tout. On ne serait pas venu ici, mais par contre, on peut faire beaucoup de choses si on regarde la réalité telle qu'elle est, mais pas comme on voudrait qu'elle soit, parce qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle est réellement, quoi. Bien, bon, en tout cas, je vous remercie, vous, pour votre écoute, vous, pour votre participation. On va excuser Patrick Marlière, qui avait un rendez-vous média. Apparemment, il doit se passer des orages ou des trucs comme ça, et à chaque fois, il faut qu'il soit là. Sur France Info, là, actuellement. Bien, bon film, le documentaire, c'est maintenant, c'est ça? C'est demandé, c'est choisi. Merci.